proposé par Hype FM. Deuxième Arménien Livre, deuxième salon du livre arménien de cette année 2015 à Alfortville, à l'initiative de la Maison de la Culture arménienne qui nous invite à plonger dans ce monde littéraire pour la découverte évidemment de plusieurs centaines d'ouvrages et en plusieurs langues, ouvrages anciens mais également tout récents, mais aussi la découverte du programme de ce salon qui a débuté ce jeudi par la soirée d'inauguration. Un salon qui continue jusqu'à dimanche avec un invité d'honneur, l'invité d'honneur de cette année, de cette 11e édition d'Arménien Livre, l'historien Claude Moutafian, qui est aussi l'invité de ce quart sur table, aux côtés des responsables du salon, Sosia Gopian et Hasmik Kevonian. Hasmik Kevonian qui, après de longues années de loyaux services à la direction de la MCA d'Alfortville, a récemment pris sa retraite, mais comme vous le voyez, elle est toujours à l'œuvre. Elle continuera à animer l'émission de la MCA chaque mercredi matin sur IPFM, mais surtout, elle co-animera avec Pavlik Ananian l'émission Au fil des pages dans quelques semaines sur cette antenne. Bonjour à tous et commençons à parler de cette 11e édition, mais d'abord un petit rappel de la 10e édition, c'est-à-dire ce que la MCA a proposé à la communauté des Arméniens et des Français d'Alfortville et d'ailleurs au mois de mars à l'occasion du centenaire du génocide arménien. Hasmik Kevonian. Oui, effectivement, le livre pour nous a été un peu la démonstration de notre engagement face à ce centenaire du génocide arménien. C'était du 3 au 8 mars dernier. Nous avions obtenu des locaux beaucoup plus grands puisque nous étions au pôle culturel d'Alfortville et nous y sommes restés plusieurs jours. Les invités d'honneur étaient Luc Arvounas, sénateur-maire, René Rouquet, député du Val-de-Marne et Moria Franceschi pour leur action en faveur de la reconnaissance du génocide, de la défense du négationnisme et de leur action en Arménie. Alors, environnement, on a peut-être pu être surpris de ce que ce ne soit pas des intellectuels, des écrivains ou autres, mais nous avions politiquement, dirais-je, d'un point de vue philosophique, souhaité que ce fût ainsi. Là où il a été assez impressionnant, c'est que les locaux étaient beaucoup plus grands, bien sûr, et je crois que, je ne sais pas ce que décideront les années plus à venir, mais c'est un salon du livre et de la culture arménienne, puisque nous mêlons l'un à l'autre. La preuve en est, c'est que le concert d'ouverture que nous avions fait, qui est une création MCA et Raik Taftian et du quintet pour cordes Nairi avait complètement été conçu en fonction de ce centenaire à travers la musique, et puis nous avions invité Anna Mailian à venir nous rejoindre. Alors, juste un mot, c'est que cette création que nous avons faite ensemble avec les musiciens s'est exportée, puisque il y a un mois, ce programme a été diffusé à Yerevan et à Stepanakert, venant de France. Alors, vous l'avez rappelé, la présence d'hommes politiques cette année d'une manière exceptionnelle parce que c'était des gens, ils ne sont pas les seuls, mais ils incarnent cette place. Ce sont les premiers magistrats de la ville. Voilà, par ailleurs, mais aussi ce sont des gens engagés aussi pour la lutte de la reconnaissance du génocide. Et c'est pour cela aussi que 2015 a été marqué par leur présence. Tout à fait. Tout à fait, voilà. Donc, nous, généralement, on sait que vous donnez la priorité aux élèves des écoles arméniennes aussi, parce que c'est aussi l'occasion pour eux de découvrir le livre arménien. Qu'en est-il ça c'est une question qui m'intéresse beaucoup, quelles sont les conséquences de cette visite que les enfants effectuent à Arménien Livre? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui reste de ce salon dans l'esprit de ces enfants? Alors écoutez, déjà je voudrais remercier ceux qui viennent régulièrement. Cette année, malheureusement, nous n'avons pas eu le Toprosasej qui vient très régulièrement avec toutes ses classes collège. Mais je n'étais pas là, malheureusement, pour mes Sosia Gopian et Claude Moutafian pourront vous en parler. Mais les années précédentes, je vais dire ce que je pense vraiment. C'est que les élèves des écoles arméniennes, tiens, remercier
remercier les chefs d'établissement, hein, bien sûr, de les amener jusque-là. S'ils sont dans des écoles arméniennes, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a développé en eux, à travers leur personnalité propre, l'identité arménienne. Donc quelquefois, et très souvent, ils découvrent, alors que, pensant qu'ils sont dans des écoles arméniennes, ils devraient déjà l'avoir découvert. Vous voyez ce que je veux dire? Et par contre, si on fait une animation, sans dire, voilà, regardez le livre, ils sont très perceptifs. Et je me souviens, un des premiers salons, Sophie, tu dois te souvenir, on avait eu la remarque de collégiens en disant, il y avait un auteur qui était là, en disant, mais alors là, les auteurs de livres arméniens sont donc vivants. Donc ça prouve à tel point que les manuels que l'on utilise, on devrait dans les écoles arméniennes leur faire rencontrer des auteurs pour bien leur montrer qu'on peut être arménien, écrire en arménien, voire en français, et être vivant. Moi, c'est surtout des choses. Enfin, je sais pas aussi avec ceux qui sont venus hier. Peut-être que vous avez eu des remarques au sujet des enfants. Hein. Mais nous, c'est un critère. Alors, dernière chose, je voudrais quand même dire que nous avons invité tous les collèges et lycées d'Alfortville, que nous faisons régulièrement. Alors, le plan Vigipirate étant probablement une des causes, nous n'avons pas eu de visite. Alors, voilà. ceci, Agopian, justement, par rapport à la quantité de ces livres, parce que quand on a découvert la première fois qu'il y avait environ, plusieurs centaines, 800, 900 titres. Cette année, nous avons exactement 1063 titres. C'est quand même énorme quand on se dit, dans la communauté arménienne de France, il y a un salon qui propose 1000 titres en plusieurs langues, on l'a dit, donc ça fait plusieurs milliers de livres étalés sur les tables. C'est extraordinaire et rien que voir ça, c'est... Peut-on préciser quand même aussi que si nous présentons cette année 530 titres en français, nous en présentons 450 en langue arménienne. Hein? De titres, oui. Pas de livres. De titres multipliés par 5, je pense qu'on a sur les tables à plus de 5000 ouvrages. Sophie Agopian, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année qu'on pourra découvrir? On parlera aussi d'autres livres plus anciens qu'il faudra revoir et racheter et re-offrir à nos amis. Alors, il y a plus de 60 livres édités en France, des nouveautés. En 2015. Essentiellement des récits autour des grands-mères ou les conséquences du génocide sur cette génération qui écrit. Il y a des nouveautés, très peu de l'étranger, mais parce qu'on avait fait un effort énorme pour le Salon du Mars, financièrement j'entends. Mais j'ai 2 ouvrages, on a fait venir 2 ouvrages de Turquie, des photos. L'un qui s'appelle Ermeniler, c'est les Arméniens de Constantinople, photographiés dans leur quotidien. Et un autre qui m'a beaucoup touchée, c'est un livre dont le titre exact c'est Hayastani Karere, Badmagan Hayastani Karere. Les pierres de l'Arménie historique. Édité en Turquie. En quelle langue? Arménien, turc. Alors justement, la particularité de ce salon, c'est que la langue turque est présente depuis plusieurs années. Et est archi présente, puisque il y a 70 titres. Est-ce que cela signifie il y a 62 titres exactement en langue turque. Est-ce que cela signifie qu'il y a des Turcs aussi qui viennent à ce salon? Au mois de mars et le salon d'avant, en 2013, on a eu des passages, puisqu'il y a des Polsahai, des jeunes qui ont des fréquentations turques, kurdes, et qui amènent leurs amis. Et en 2013, en 2012, on a eu la grande chance d'avoir la visite de Zara Kolou. Et même la maison d'édition Arras qui a été notre invité d'honneur. Ça fait déjà quelques années, en 2010. Mais c'est pas la seule maison d'édition elle a été mise à l'honneur. Mais je rappelle que pour l'année de l'Arménie, on avait fait venir les éditions Khachens
d'Arménie. qui est un grand homme, vraiment, qui fait un travail extraordinaire dans des traductions, mais aussi dans des éditions, puisqu'il a fait éditer Constance Ariane, Indra Beledian, avec l'orthographe correcte, je dirais. Aussi, c'est une maison d'édition qui édite, qui traduit des livres scientifiques. C'est sa vocation première. Et d'art. Parce que lui, il est scientifique. Il vient du monde scientifique. Et ça manque aujourd'hui, et cette maison d'édition essaie de combler ce vide, même si elle s'est tournée vers d'autres champs, parce que il faut en vivre aussi. Oui, mais précisons qu'il est difficile de travailler avec l'Arménie pour les livres. C'est peut-être, je veux pas être incorrecte, mais c'est la vérité. Combien d'années avons-nous attendu, alors que nous commandions en Arménie des ouvrages, on a fait des salons sans jamais les avoir reçus. Donc, il faudrait développer. Depuis l'Arménie, il faudrait développer la diffusion du livre en arménien. Quels sont les livres, là on va rentrer un peu plus dans les détails, et les auteurs qu'on verra à ce salon? Bon, à ce salon, on verra. C'est à Papazian, dont l'ouvrage Goutte de miel a été réédité. On a vu hier, on verra aujourd'hui. C'est un ouvrage illustré. Illustré, oui, par elle. Ekinjian, pour son œuvre La France et les chrétiens des territoires de l'Est de l'Empire ottoman. On verra Gaïa Guérian, l'Arménienne, c'est l'histoire de sa famille qui apparemment a eu un grand succès. Même à Vivement Dimanche, ce livre a été présenté par Michel Drucker. On verra, je vais donner son nom arménien, Rafik Alfayan, qui a écrit un livre c'est plutôt juridique, sur le négationnisme. Anaït Termination, on l'a déjà vu, pour son ouvrage L'échiquier arménien. Un ouvrage, L'échiquier arménien, que nous présenterons dans les pages d'histoire de Cartes sur table à partir du mois de janvier. Donc on donnera lecture des pages de ce livre dans le cadre de cette émission. On verra Chabou Kibarian en tant qu'éditeur pour son œuvre, enfin, il a fait traduire, il a édité Vente 1915 de Abo. Un vieil qui vient de sortir. À l'instant, il est tout chaud, tout chaud. Hein. On n'a pas encore eu le temps de le lire, mais on va le présenter sur RFM. Mais ça a l'air de récit d'une épopée extraordinaire sur la résistance de Van. Il le présente comme une épopée, d'ailleurs, son ouvrage. Oui. On verra Gorin Aprikian et le dessinateur de son livre, Gian, qui s'appelle Varto. Donc, c'est bande dessinée. On verra Ervan Kerivel, qui a édité 2 ouvrages sur les Alévis chez Sigest. Sigest, bien sûr, sera présent. On verra Arutun Khachadoulian et Basmadjan pour les Khachkar, édité chez Göttner, quand même une maison majestueuse. On verra Annie Romain, ma grand-mère arménienne, et on verra Valérie Toranian, l'arménienne, histoire de sa grand-mère. Il y a, je pense aussi, Isabelle Kevorkian qui sera avec vous. Oui, elle était déjà là hier. Oui. Très bien, voilà, donc ça c'est pour les nouveautés, mais est-ce qu'on rappelle quand même les livres qui se vendent le plus tous les ans? Qu'est-ce qu'on cherche quand on vient à ce salon? Est-ce qu'on vient faire des commandes? Je cherche tel ou tel livre, ou les gens découvrent sur place et ils achètent sur place? Oui, ça arrive. Mais c'est très variable quand même. C'est très varié. Alors, juste hier, ce qui s'est passé, et je suis très en colère contre Amaskaïn de Beyrouth, parce que je savais qu'il y avait 3 ouvrages de Krikor Bledian et 2 des nouveautés qui avaient été édités
J'ai essayé de chercher sur leur site, il n'y avait pas. En Télias, il n'y avait pas. Et hier, j'ai appris que c'est Mascaïne qui a édité, mais qui a oublié de mettre sur leur site. Bon, ça se rattrape tout ça. Il y a toujours un site, il y a oui, toujours mais c'est un tel travail. C'est un tel C'était travail. pas pour ça que je disais, c'est parce qu'il y a eu des élèves à lui qui passaient hier et qui ont voulu. Donc je leur ai demandé de me présenter le nombre et que je m'engageais à les commander. Alors les caractéristiques sont la clientèle, pour parler d'elle, est très variable. Alors nous avons les habitués qui viennent avec la liste des livres qu'ils ont déjà achetés, pour ne pas racheter les mêmes, mais qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et il y a ceux qui viennent chercher les livres en arménien. Moi, je me souviens d'un ami qui, il y a quelques années, et je sais qu'il nous écoute là, qui est parti avec les 7 ou 8 volumes de Rupen Terminacian. Moi, très étonné de dire, mais tu vas tous les lire. Il me dit, si moi je les lis pas, mais mon fils, ma fille les liront. Et il est parti ça comme s'il emportait un peu de terre d'Arménie, quoi. C'est un peu de lyrisme, mais c'est pas loin. Vous avez ceux qui n'ont pas trop de moyens, donc qui regardent un peu les prix. Donc il faut aussi qu'on pense à cela, même si nous pratiquons pas de marge énorme, hein, parce que. Et il y a les parents ou grands-parents qui viennent chercher des livres pour enfants. Ou des jeux, puisqu'on a des jeux en arménien pour enfants. Et puis, il y a ceux qui, pour les fêtes de Noël ou pour des anniversaires, ont compris aussi qu'ils pouvaient thésauriser en ce sens qu'ils achètent des livres d'art, qu'ils mettent dans leur armoire à cadeaux, si j'ose dire, et alors il y a ceux qui sont férus d'art et qui savent très bien ce qu'ils viennent chercher. Voyez? Donc on peut pas dire qu'il y a une clientèle particulière. Pour rebondir sur les livres en turc, j'ai en mémoire vraiment la première année où nous avions un livre en turc, parce que c'était pas évident même au sein de notre équipe de mettre du turc dans un salon du livre arménien, et Sophie et moi avions été très téméraires en disant, attends, il y a des turcophones parmi nous, on n'y peut rien, il y a bien des livres en français finalement, hein, livre arménien, donc pourquoi pas. Et on avait une jeune fille qui savait le français quand même moyennement et l'arménien pas du tout, et qui, voyant ce livre en turc, qui concernait la question arménienne d'ailleurs, hein, je le précise, a pris ce livre et a dit, enfin je vais pouvoir comprendre quelque chose. Donc voilà, donc c'est une clientèle, puis il y a ceux de province qui viennent. Et comme je le disais le jour de l'inauguration, il y a ceux qui viennent de l'étranger. Je sais pas si nous en aurons, mais nous avons eu la visite comme ça d'une institutrice d'une école arménienne de Bolis, qui avait acheté des livres en arménien pour les emporter pour son école à Bolis, ne pouvant pas aller à Alep ou à Beyrouth. Alors Claude, je crois que Sophie voulait. Je voulais juste ajouter une chose. Il y avait un élève de Tebrotsaser qui, en voyant un livre en turc, a dit « Enfin, je pourrais faire un cadeau à mon grand-père. » Ah oui, aussi. Alors, Claude Moutafian, la question que je voulais vous poser, avant de plonger dans la discussion autour de votre conférence de cet après-midi, les livres qui vous ont plu, que vous avez pu découvrir depuis hier, que le salon a débuté. Oui, j'ai acheté quelques livres que je ne connaissais pas. Un livre qui, par exemple, je me souviens plus l'auteur, sur les Arméniens de Constantinople. Ça tombe très bien parce que j'y pars jeudi prochain pour une dizaine de jours. Donc il y avait le livre que je connaissais mais que je n'avais pas, le livre de Rafik Al-Kalfayan sur le problème juridique. Dans la série des livres publiés par Richard Ovanessian sur les différentes provinces arméniennes, bon, j'avais participé à 3 d'ailleurs de ces livres, et je pensais les avoir tous, puis non, j'ai vu qu'il y avait celui sur Diklan Hagel que j'avais pas, donc évidemment j'ai pris. Donc voilà, on découvre comme ça des choses assez intéressantes. Et puis, et puis le livre qui est Matossian là sur les Léonard de Vinci, et les Arméniens, qui a l'air assez. J'en avais entendu parler, mais j'avais pas. Voilà, donc c'est des livres que peut-être que j'aurais pas acheté parce que j'aurais pas cherché. Alors là, l'avantage d'un salon comme ça, c'est qu'on n'a pas à chercher, on les trouve. D'ailleurs, ayant vu la bibliothèque de Claude, j'ai été surprise qu'il avait encore besoin d'acheter des livres. Mais les livres sont des envahisseurs bien connus. Alors,
Hasmik Kevonian, qu'est-ce qu'on peut, au-delà des livres, voir pendant ces 2 jours qui nous restent à cette 11e édition d'Armée Libre? On a parlé de la conférence. Là, la conférence à 18h, à 18h ce soir. Ce soir samedi. Ce soir samedi, oui, puisque sur l'intitulé La Cilicie arménienne du Moyen-Âge à nos jours. Je précise au niveau des livres que dans une vitrine, nous avons les publications de Claude et Armen Moutafian. C'est le même. Alors, je ne sais pas si les problèmes techniques ont été résolus, mais nous avions prévu de faire la projection à 16h de Zare Moutafian, le père peindre après le génocide, dont le réalisateur est Arto Peilivanian. Et donc ça, c'est aujourd'hui. Nous recevons aussi les classes collèges de la Maison de la Culture arménienne qui vont venir jusqu'à 13-14 heures. Et ça, c'est intéressant parce que ce sont des classes. Nous avons créé la 17e saison, on va dire. Ce sont des classes qui ont été créées par la Maison de la Culture arménienne de langue arménienne, d'apprentissage de la langue arménienne, pour les élèves qui sortaient de l'école Saint-Mesrope, qui avaient fait tout le cursus Saint-Mesrope, et qui après se retrouvaient au collège, dans d'autres collèges, et nous avons créé, alors ce sont quand même des élèves qui ont fait l'école arménienne avant. Donc nous les attendons. En général, ça se passe très bien. Et puis, alors les temps forts, l'autre temps fort, ce sera demain. Demain, car nous offrons chaque année un spectacle. Nous regrettons infiniment qu'Anaïs Sarkissian fatiguée, puisque nous voulons que ce soit en langue arménienne. En tout cas, mais est indisponible. Elle nous a fait un Zallabadik extraordinaire au printemps. Mais là, nous allons offrir un concert. Plutôt, nous allons partir à la découverte de la musique arménienne traditionnelle par l'ensemble instrumental Djivani, sous la direction de Jean-Pierre Nergararian. Et ça, c'est le cadeau que nous offrons à tous nos visiteurs, enfants et parents, bien sûr. Ça se passe demain. Demain, à 16h précises. Alors, rappelons l'adresse. Ah ben oui, quand même. Oui. Alors, c'est à l'espace culturel le 148 rue Paul Vaillant-Couturier, c'est dans l'artère principale d'Alfortville. On laisse la mairie sur la droite, bien qu'elle soit de gauche, mais c'est sur la droite, et sur la gauche, nous avons le 148 face à une enseigne bien connue. Voilà. Alors, par contre, demain, chers auditeurs, prenez le soin, d'abord vous venez, dès aujourd'hui, mais demain, prenez vos précautions, parce qu'il y a le marché le temps que ce marché se termine, dès que vous voyez une place à 500 mètres du 148, vous vous arrêtez. Et vous venez nous rejoindre. Alors, moi je voudrais, Claude Moutafian, que vous nous parliez. Vous avez assisté à la rencontre avec les jeunes hier. Oui. J'ai fait un dialogue avec eux. Oui. Alors, le dialogue, c'était sur les relations franco-arméniennes à travers l'histoire. Oui, alors, mais c'était plutôt des anecdotes. J'ai choisi quelques thèmes qui pouvaient un peu un peu vulgairement les brancher. Alors, par exemple, l'histoire de le dernier roi d'Arménie, par exemple. Oui, par exemple, le dernier roi d'Arménie. Alors, j'aurais dit, si vous allez absolument à Saint-Denis, et vous verrez, c'est marqué c'est marqué Livon de Lisingue. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Lisingue? Alors, j'explique que Lisingue, c'était Lusignan. Pourquoi alors quel rapport avec Lusignan? Et Lusignan, c'est la fée Mélusine. Voilà, tout un tas de choses. Et puis ça allait vraiment. Ils étaient en train de poser des questions. Il y en a même qui connaissaient l'histoire de la fée Mélusine. Hein, j'étais étonné. Ou alors l'autre chose, l'homme au masque de fer, avec la théorie sur le patriarche aveidique de Constantinople. L'histoire avec. J'aurais dit aussi d'aller à Paris, sur la place du Panthéon, et puis de voir sur la façade de Sainte-Geneviève le nom de Grégoire Magistros. Qui c'était? C'était le premier écrivain non religieux. Oui. Voilà, des points précis comme ça. J'ai pas fait du tout un historique des relations. C'est pas. Ah oui, puis aussi, alors à l'époque des croisades, pourquoi est-ce qu'il y avait, justement, c'est lié aux Lusignans, pourquoi est-ce qu'il y a eu tellement de rencontres? C'est parce que les Francs qui arrivaient là-bas et qui s'installaient, ils avaient besoin de femmes. Et évidemment, ils choisissaient les plus jolies, c'était les princesses arméniennes. Et donc voilà, c'est pour les ça. Les petites filles étaient ravies, je suppose. Voilà, exactement. Alors j'aurais précisé, vous voyez, ça n'a pas changé. Oh là, bravo.
Alors voilà, on a fait le tour du programme de ce salon, donc il faut y être 148, ça a commencé hier, vous pouvez y aller juste après le quart sur table ou après votre déjeuner. Surtout, ne ratez pas la conférence de Claude Moutafian dont on parlera dans cette deuxième partie de quart sur table, et votre papa Claude Moutafian, oui. Zareh. Alors ça j'ai fait, donc mon père était peintre et il était, donc c'est un parcours assez caractéristique du génocide. Il est resté complètement orphelin à l'âge de 8 ans. Toute sa famille a été massacrée et il est resté, on l'a pris pour un cadavre, quoi. C'est pour ça qu'il a survécu. Et finalement, donc cet enfant resté seul de 8 ans, eh ben il s'est avéré qu'il est devenu un peintre un peintre assez connu en France. Alors voilà, c'est une sorte de revanche, ça. C'est pour ça qu'on a appelé l'Italie, par l'Italie, la Suisse, etc. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça peindre après le génocide, quoi. Voilà, c'est surmonter le génocide par la peinture, quoi. Et donc j'avais vu une exposition. Alors j'avais suggéré à la mairie du 5e, puisque j'habite dans le 5e, de faire une exposition. J'avais demandé il y a 2 ans, en tant que symbole du génocide. Ils ont accepté. Et l'exposition a eu lieu en mai. J'avais demandé à mon ami cinéaste Arto Perlivanian de venir filmer l'inauguration pour la garder dans les archives. Et puis quand il m'a envoyé le montage, il avait mis de la musique dessus. Et j'ai trouvé qu'il avait un goût de la musique pour faire parler les tableaux extraordinaire. Et donc je lui ai dit, on va changer à ce moment-là de but. Ça, on va pas faire ça, mais on va faire carrément un film en replaçant la trajectoire dans son cadre historico-politique. Comme un documentaire. Voilà, et c'est ça qu'on a fait. C'est un film qui dure 1 heure, donc où il y a à la fois les tableaux et puis la biographie. Et c'est assez, c'est pas un film purement biographique, c'est pas un film seulement purement des tableaux, c'est mis dans son contexte, quoi. Donc c'est un film qui dure 1 heure et qui s'appelle, effectivement, qu'on a appelé Peindre après le génocide, comme l'exposition. Bon, on va parler de la conférence, parce que vous êtes le spécialiste, ou parmi les rares spécialistes de l'époque silicienne. On a eu l'occasion de discuter avec vous à plusieurs reprises autour de cette table. On se souvient des différents ouvrages que vous avez consacrés à la Cilicie arménienne. Et ce soir, cet après-midi, vous allez parler de ce sujet, mais la Cilicie après la chute du royaume arménien. Mais si vous voulez bien, un petit rappel du contexte de la création de ce royaume, parce qu'il y a encore des gens, je ne parle pas forcément des Arméniens, mais qui se disent quel rapport avec ce territoire qui n'a rien à voir avec la grande Arménie historique telle qu'on la conçoit, et que les Arméniens, pendant plusieurs siècles, ont dominé sur une région. Ils ont appelé ça la Petite Arménie. Oui, alors effectivement, c'est mon sujet favori. Et j'ai essentiellement étudié la période justement de ce qu'on appelle l'Arménie cilicienne, quoi. Il y a grosso modo du 11e au 14e siècle, là où il y avait un État est devenu un royaume. Alors la raison, alors pourquoi est-ce qu'il y avait des Arméniens dans cette région, effectivement? L'une des raisons essentielles, et c'est assez intéressant, c'est que la Cilicie pendant des siècles a été traversée par la frontière arabo-byzantine. Et le califat arabe d'un côté, l'empire byzantin de l'autre. Et quand la France a fait ses guerres coloniales, qu'est-ce qu'elle mettait en première ligne? Elle mettait ses Sénégalais, en première ligne, parce que comme ça, c'était eux les victimes, c'était pas les blancs. Et les Arméniens, c'était un peu les Sénégalais de l'empire byzantin. C'est-à-dire que l'empire byzantin a déplacé ses populations arméniennes pour les mettre aux frontières. Et les deux frontières importantes, la frontière bulgare à l'ouest et la frontière arabe à l'est. Et donc ça a fait une concentration de population arménienne dans cette région. Et quand la ville d'Ani, la dernière capitale arménienne en Arménie, a été prise par les Turcs en 1064, il y a eu alors une émigration de certains, pas massive quand on le dit souvent, mais une émigration de familles nobiliaires. Et comme maintenant les Arméniens qui malheureusement quittent l'Arménie, où est-ce qu'ils vont? Ils vont là où il y a des Arméniens. Oui. C'est-à-dire, ils vont à Los Angeles. Et le Los Angeles de l'époque, c'était la Cilicie. Les Arméniens, ils allaient, quand ils quittaient l'Arménie, ils allaient là où il y avait des Arméniens. C'est-à-dire déjà en Cilicie. Donc voilà la raison de cette présence arménienne. Mais la chose très importante, c'est que c'était pas la différence avec Los Angeles, c'est que c'était pas une émigration pour aller s'intégrer dans un autre État. Non, je me souviens, c'était quand j'ai passé ma thèse en 2002, le président du jury, c'était un extraordinaire byzantiniste qui s'appelle Alain Dusselier. Il a eu cette expression fantastique
qu'il a trouvé d'ailleurs sur le coup. Il appelle ça une migration étatique. C'est-à-dire que c'est pas la population qui émigrait, mais c'est l'État. Oui. C'est-à-dire que les Arméniens ont émigré pour refonder un État, et non pas pour s'intégrer dans un État déjà existant. Et ça, c'est absolument exceptionnel, même dans l'histoire de l'humanité. C'est très rare, ça. Mais une immigration étatique, cela suppose, contrairement à des individus qui partent chercher des cousins, comme vous l'avez dit, dans un pays parce qu'il y a des Arméniens, donc on y va. Mais pour recréer un État, on n'y va pas parce qu'il y a quelques Arméniens. Il faut aussi voir le contexte géographique, climat, le commerce, économique, et surtout qui sont les voisins. Il y a plusieurs raisons. D'abord le fait que c'était un territoire sans vraiment de direction, parce que ça faisait partie formellement de l'Empire byzantin, mais comme tout le centre de l'Anatolie était occupé par les Turcs, disons la Cilicie était très loin du centre de pouvoir byzantin. Donc c'était un peu un territoire à l'abandon. Donc c'était déjà relativement plus facile de fonder un État, parce que les Byzantins avaient peu d'autorité directe dessus. Et d'autre part, alors il y a une ouverture sur la Méditerranée fantastique, quoi. Et donc ça a donné aux Arméniens une fenêtre sur l'Europe. Oui. Au lieu d'avoir ce pays enclavé, et sans façade maritime, et toujours entre deux empires rivaux, comme c'est le Grand Arménie, et là, c'était un État qui était au milieu d'une mosaïque, avec les Grecs, les Arabes, les Turcs, les Syriaques, et une façade maritime. Alors, on arrive sur ce territoire de la Cilicie, mais arriver c'est une chose, créer un État, ça n'est pas. C'est la dynastie roubénite qui a mis un siècle, mais au bout d'un siècle, elle a réussi à fonder un royaume en 1198. Et ça allait être d'ailleurs le dernier royaume d'Arménie, tout court, mais qui n'était pas en Arménie. Oui. Mais c'est ça qui est très intéressant, le roi s'appelait Takavol Hayots. Et non pas Takavol Giligio ou Takavol Pokorayot. Le roi des Arméniens. Roi d'Arménie. Et dans les correspondances, par exemple, les lettres des papes, on a les copies des lettres pontificales, eh bien, les papes l'appellent non pas Rex Armenorum, c'est-à-dire roi des Arméniens, mais Rex Arménier, roi d'Arménie. Est-ce que cela signifiait aussi que ce roi d'Arménie et de Cilicie, soyons clairs, avait une autorité sur les Arméniens d'ailleurs? Est-ce qu'il s'appelait roi des Arméniens ou est-ce qu'il était vraiment roi des Arméniens? Non, il s'appelait donc Takavol Hayot, c'est-à-dire roi d'Arménie, mais beaucoup de rois, dont le premier, le fondateur du royaume, sur ses monnaies, on lit non pas Levon Takavol Hayot, mais Levon Takavol Amenain Hayot. C'est-à-dire roi, non pas de tous les Arméniens. À l'époque, Hayot, c'était pas le génitif de Rai, c'est pas le génitif pluriel de Rai, c'est le génitif de Haïk, qui veut dire l'Arménie. Oui. Donc la vraie traduction, c'est roi de toute l'Arménie. Et ce qui est intéressant, c'est la raison pour laquelle vous dites aussi, vous l'avez dit à une autre occasion, le catholicos de tous les Arméniens, c'est pas de tous les Arméniens, mais de toutes les Arménies, et qui s'est transformé d'une manière, on va dire, orale à tous les Arméniens. Oui, oui. Et donc, il n'avait pas d'autorité politique directe sur la Grande Arménie. Bien entendu, il était très loin. Mais il avait une sorte d'autorité culturelle et morale. Et il y a je vais vous donner deux preuves. D'abord, quand les copistes, que ce soit à Ani, à Arpat ou n'importe où, en Grande Arménie, terminaient une copie de manuscrit, eh bien, ils écrivaient toujours à la fin, ce manuscrit a été écrit, alors, I Ashkhalagaloutian, et puis alors, c'est-à-dire sur l'autorité universelle, alors du Khan mongol, puisque c'est bon. Ensuite, I Takavoloutian Velats, il disait le nom du roi de Géorgie, parce qu'ils étaient géographiquement dans le royaume de Géorgie, mais ils ajoutaient toujours I Takavoloutian Hayot et le roi d'Arménie qui siégeait en Cilicie. Oui. Ça, c'est une première preuve. Et une deuxième, c'est que quand le roi Hétoum Ier est allé jusqu'en Mongolie, son voyage mémorable pour signer l'alliance avec les Mongols, il est passé par la Grande Arménie. Et on a le récit de Gilagos Gansayetsi qui dit clairement qu'il était reçu comme le roi. Les seigneurs arméniens d'Arménie le recevaient comme leur roi, alors qu'il n'avait aucune autorité sur eux. Alors, ça c'est pour la première partie du sujet, c'est-à-dire le début de ce royaume. On va, si vous êtes d'accord, on va pas faire l'histoire du royaume, mais on va parler de l'après-royaume parce que on sait très peu de choses
la chute du royaume Voilà. arménien en 1375 Ouais. et après. Voilà. euh, On sait 1375 et on sait 1909, Oui. les massacres de Dana. Et entre les deux alors? Oui. Alors je me souviens, ça fait peut-être 15 ans, quand j'étais à Beyrouth, là je parlais avec le catholicos, donc de la grande maison de Cilicie, Aram Ier, et puis je lui ai dit qu'il y avait que j'allais me mettre à écrire l'histoire de, disons, la Cilicie arménienne après l'Arménie, quoi. Hein. Ah, il était emballé, il m'a dit oui, formidable, si t'as besoin d'aide et tout. Et le problème c'est que depuis, à chaque fois que je reprends le sujet, j'ai toujours un autre truc qui me tombe sur la tête. Ou une exposition, ou quelque chose, ou un colloque. Donc j'avance seulement petit à petit. Mais maintenant, je suis toujours honteux quand je vais à Antélias, parce que la première chose qu'il me dit, alors, où ça en est là? Il me tire l'oreille à chaque fois, mais bon, c'est comme ça avance petit à petit. Mais c'est vrai que c'est important. Je veux absolument un jour quand même arriver à terminer. Et parce que les Arméniens, comment ils ont vécu là? Qu'est-ce qu'ils ont produit? Comment ils ont vécu? Alors, le problème, c'est qu'on a très peu de sources directes. D'abord, il y a très peu d'historiens arméniens à l'époque, entre le 14e, disons le 19e siècle, très peu. Il y en a quelques-uns, Thomas Mesopetsi, voilà, Keltar-Bligetsi, mais il y en a peu. Mais aussi, on parle souvent pas seulement pour la Cilicie, mais c'est aussi vrai à l'époque de l'arrivée des Seljoukides en Arménie. On brûlait les livres, on brûlait les monastères. Donc, on a un problème d'archives, de documents, de preuves sur la vie politique, la vie culturelle. Il manque des choses. Oui, mais c'est pas une question, pour ça, c'est pas une question de destruction, parce que il y a eu moins de destruction que pendant l'époque du royaume où il était toujours en guerre. Non, c'est que il y avait pas une autorité centrale, donc il y avait pas de commande parce qu'il faut pas oublier que par exemple à l'époque du royaume en Cilicie, c'était souvent les rois ou les princes qui commandaient. C'est vrai. Bon, là il y en avait pas parce qu'il y avait pas d'autorité centrale. Et puis alors il y avait quand même des copies de manuscrits qui continuaient, mais de moins en moins puisqu'il y avait l'imprimerie existait. Donc il y avait de moins en moins de copies de manuscrits. Parce que la meilleure source, la source fantastique pour la période cilicienne et avant, c'est ce qu'on appelle les colophons des manuscrits. C'est comme je vous disais tout à l'heure, quand le scribe à la fin du manuscrit, il écrit toutes les circonstances politiques et culturelles dans lesquelles il a copié. Et ben ça, il y en a beaucoup moins des manuscrits, donc il y a beaucoup moins de colophons. En plus, d'ailleurs, ils sont pas publiés, pas encore, enfin très peu. Il y a 3 volumes sur le 17e siècle et 18e siècle et c'est tout. Donc ils sont pas. Donc mais on a quelque chose qui remplace plus ou moins ça. Je dis bien plus ou moins. Ce sont les récits de voyageurs et surtout des voyageurs occidentaux. Parce que les voyageurs, pourquoi ils passaient là? N'oubliez pas que la Cilicie est sur la route de Constantinople à Jérusalem. Hein. Donc c'était une route très fréquentée. Alors, qui, après la chute du royaume arménien de Cilicie, dominait cette région? Alors, donc la Cilicie a été prise par les Mamelouks égyptiens en 1375. Donc pendant 2 siècles, la Cilicie était formellement sous l'autorité des Mamelouks. Mais le Caire était loin de la Cilicie. Donc les sultans Mamelouks avaient très peu d'autorité. Et puis pour eux, c'était une marche lointaine, c'était pas important pour eux. Donc c'était sur place des tribus turcomanes qui faisaient ce qu'elles voulaient, quoi. Et c'est pour ça. C'est les mêmes turcomanes qui sont aujourd'hui en Syrie. Oui, enfin on l'appelle turcomanes, turkmènes. Enfin c'était mais c'était pas les Turcs seljoukides ou les Turcs ottomans, non. Il y en avait essentiellement 3, dont la plus connue s'appelle les Karamanides. Bon, donc c'est eux qui avaient et alors ils faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. Donc alors des dévastations, des vols, des pillages et tout. Et c'est pour ça qu'il y a une chose extrêmement intéressante que je souligne toujours. Alors, en Grande Arménie, il y a eu beaucoup de destruction de monuments. Bon, mais, à quelques exceptions près, on sait parfaitement où se trouvait tel monument. Soit il reste des pierres, soit il reste des descriptions de voyageurs. Par exemple, le couvent de Narek, au sud du lac de Van, il est complètement détruit, mais moi j'ai vu encore quelques pierres, et puis on sait de toute façon qu'il est là, parce qu'on a des descriptions. En Cilicie, alors qu'il y avait énormément de monastères, évidemment, pendant les 3 siècles de Grande Arménie, il n'y a pas un seul monastère qu'on puisse situer. C'est quand même assez extraordinaire. Je ne dis pas qu'il existe encore, mais qu'on puisse situer. C'est-à-dire, on n'a aucune trace de monastère, et en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est que les voyageurs qui passaient par là, et comme je vous dis, il y en avait beaucoup, ne parlent jamais d'avoir vu de monastère. Donc, ils ont été détruits très tôt. Et moi, je suis persuadé que c'est à cette époque de domination turcomane. Parce que qu'on le veuille ou non, quand il y a eu la mainmise ottomane en 1516, quand les sultans ottomans ont conquis la Cilicie et la Syrie,
sur les Mamelouks, eh bien, il y avait une autorité centrale. Hein, c'est pas du tout pour dire que c'était très bien, hein, mais il y avait une autorité centrale quand même. Alors que c'était pas le cas, les Mamelouks, depuis le Caire, n'avaient pas d'autorité centrale sur la Cilicie. Tandis que les sultans ottomans, depuis Constantinople, en avaient. Alors, est-ce qu'on a des traces, vous avez parlé tout à l'heure de Richard Vanessian qui a fait un travail, et vous avez contribué à ce travail de recherche de, tout simplement, comment vivaient les Arméniens dans l'Arménie historique, territoire par territoire, région par région. Est-ce que sur la Syrie, on a une idée, ne serait-ce sur les mœurs, les coutumes, les habits, la cuisine? Il y a un volume d'ailleurs dans cette série. Il y a un volume sur la Syrie, auquel j'avais participé d'ailleurs. Non, sur la vie quotidienne, on connaît pas grand-chose. Hein. Mais alors tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait toujours ces grandes familles féodales, bien sûr, mais enfin qu'il y avait et puis qui étaient soumises aussi à des autorités. Alors, il n'y avait pas seulement l'autorité ottomane, mais sur place, il y avait encore quand même des tribus turcomanes, et la plus connue s'appelle les Kozans. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si la ville de Sis, l'ancienne capitale du royaume, s'appelle maintenant Kozan. C'est du nom de cette tribu, les Kozans, qui normalement étaient sujets de la sublime porte, comme on disait, c'est-à-dire des autorités ottomanes, mais qui en fait, alors il y a autre chose de très important, c'est que la royauté arménienne a disparu en Cilicie, mais pas le catholicossat. Oui. Le catholicos a continué à résider à Sis. Et ça ensuite en 1441, là il y a eu un schisme. Parce que, du coup, la situation en Cilicie, à cause des Kozans, était pire que la situation en Grande Arménie. Donc, un synode a décidé de déplacer le siège de Sis à Etchmiadzin. Mais, le catholicos qui était à Sis a refusé ce déplacement. Et c'est depuis lors qu'il y en a deux. Oui. Depuis lors qu'il y en a deux. Donc il y a toujours un catholico de 6 qui irait. Mais alors, ça je montrerai des passages et des photos là dans la conférence. L'état du catholico, ça était absolument déplorable, misérable. C'est la description qu'en font tous les voyageurs. Et en particulier, le catholicos devait payer tribut aux Kozans. Il était tributaire des Kozans. Donc c'était vraiment un catholicossat en pleine décrépitude, mais qui existait quand même encore et qui existait jusqu'en 1920 à 6. Oui. Alors, on a vu il y a un an, quand le catholicos Alain Ier a décidé de porter plainte devant les cours turques pour récupérer ce territoire appartenant, le territoire et ce qu'il englobe les biens de l'Église arménienne. On a vu la déclaration, l'annonce faite sur le site même. Donc vous disiez tout à l'heure, on ne sait pas où se trouvent les sites des monastères, mais là ils ont apparemment découvert. Ah ben non, ça on connaît. Il reste des pans de murailles à Kozan maintenant, qui s'appelle Kozan. Il reste, moi j'ai vu des pans de murailles, quoi. Ça on sait. Parce qu'en fait le catholicossat a pris la place du palais royal, quoi. Donc il a été détruit, évidemment, mais bon, il reste un mur. Là on sait parce qu'il a été détruit que pendant le génocide, quoi. Contrairement aux monastères qui ont été détruits bien avant pendant la domination turcomane. On ne trouve plus de traces, les anciens. C'est ça. Alors, l'héritage culturel, au-delà des monastères, qu'est-ce qu'on peut chercher encore dans cette... Il y a peut-être, j'allais dire, les monuments architecturaux. Il n'y a pas que les églises. Il y a peut-être... il y a les châteaux forts, déjà. Oui, exactement, il y a les forteresses. Alors, les forteresses, elles, n'ont pas été détruites. Contrairement à ça, pourquoi ? Parce que les forteresses servent aux nouveaux maîtres. Oui. Hein, donc elles n'ont pas été détruites. Et en plus, alors contrairement aux monastères, ces forteresses, la plupart, il y en a certaines qui sont vraiment authentiquement arméniennes, mais la plupart en fait sont sur des fondations antérieures, des fondations byzantines que les Arméniens ensuite ont réutilisées. Donc, mais enfin ça reste encore. Donc qu'est-ce qui reste ? Vous voulez dire de l'époque du royaume ? Bon, il reste les forteresses. Et puis, il reste alors surtout toute la partie culturelle. Alors, les chroniques, les miniatures. C'était une époque de miniature absolument fabuleuse, quoi. De quelle période précisément ? La période, essentiellement le 13e siècle, disons. 13e siècle. Avec, par exemple, le plus grand miniaturiste arménien de tous les temps, c'est Toros Roslish. Oui, mais après la chute, c'est ça le... Alors, après la chute, ça a beaucoup diminué, ça, effectivement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une part, parce qu'on copiait moins, à cause de l'imprimerie, hein, et deuxièmement, parce qu'il n'y avait pas de mécènes.
Faut pas oublier que un copiste, c'est pas lui qui payait pour son, c'était des commandes, toujours. Des commandes de mécènes. Alors, comme au début du XXe siècle, à Constantinople, on a vu, grâce à la Révolution, une sorte de réveil culturel aussi pour les Arméniens, le théâtre, la littérature, etc. Est-ce que la période égyptienne, dans la première moitié du XIXe siècle, courte période égyptienne, a permis... Ça a été un grand moment d'espoir. C'est quand le pacha d'Égypte, Mohamed Ali, au début donc du XIXe siècle, l'Égypte faisait partie de l'Empire ottoman à l'époque, a voulu se rendre indépendant de l'Empire ottoman. Et non seulement avec l'Égypte, mais en conquérant la Syrie et la Cilicie. Et il a envoyé son fils, Ibrahim Pacha, à la conquête. Ibrahim Pacha a remporté des grandes victoires sur l'armée ottomane, et il a conquis la Cilicie, il a même continué, il marchait sur Constantinople, hein. Il est arrivé jusqu'à Kütahya. Pas loin de Constantinople. Mais là, évidemment, une fois de plus, c'est des puissances occidentales qui ont sauvé l'Empire ottoman. Surtout la Grande-Bretagne et la Russie, qui ont imposé à Mohamed Ali de dire à son fils d'arrêter. La France est restée neutre, mais elle aurait pu prendre parti, d'autant plus que Mohamed Ali comptait sur la France. N'oubliez pas que l'obélisque de la place de la Concorde à Paris, c'est pas du tout comme on le croit Napoléon qui l'a porté. C'est Mohamed Ali qui en a fait cadeau à la France, en 1830. La France l'a accepté le cadeau, mais elle n'a pas apporté son aide. Alors par ailleurs, Mohamed Ali, ça nous rappelle aussi un autre Mohamed Ali, Raj Papazian, qui, durant l'opération Nemesis, avait porté ce nom Mohamed Ali pour entrer dans le milieu familial et amical de Talat Pacha pour justement avoir les renseignements qu'il fallait pour se remonter à l'Égypte. Et donc pendant cette période, à peu près de 1832 ou 1840, quand la Cilicie était sous autorité égyptienne, c'était un lueur d'espoir pour les Arméniens. On a même d'ailleurs c'est un voyageur de français de l'époque, Jacques Texier, qui est allé à Sis, et il écrit le Catholicos m'a bien reçu, et j'ai dormi dans la chambre où Ibrahim Pacha, autrement dit, Ibrahim Pacha a même visité le Catholicos. Oui. Il avait des très bonnes relations avec les Arméniens. Alors, combien d'Arméniens sont venus au XIe siècle en Cilicie? Combien étaient-ils les Arméniens sous le royaume et combien durant les siècles? Est-ce qu'il y a eu des exodes? Ça, c'est le gros problème. On n'a aucune source démographique. Aucune. C'est pas seulement en Cilicie d'ailleurs. Les historiens et tout ne parlaient pas au point de vue quantité. Donc c'est même très difficile à savoir si pendant le royaume les Arméniens étaient majoritaires ou non. Hein, on sait pas. On sait pas, là, il y a pas de source, c'est tout des hypothèses, hein. On lit souvent dans des livres, là, il y avait tant de milliers d'Arméniens et tout, mais c'est des inventions, ça. Il y a aucune source. Hein. Il faut dire, on peut supposer que, par exemple, mais pas plus. Mais on suppose sur quelle base? Par exemple, aujourd'hui, en Syrie, on dit il y a tant d'Arméniens qui restent, on calcule le nombre des écoliers, on dit si on est 4 par famille arménienne en moyenne, on peut dire qu'il y a 15 000 maintenant, il y a des statistiques quand même. Oui. À l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y avait aucune statistique à l'époque, aucune. Il commence à y avoir des statistiques dans l'Empire ottoman. Parce qu'il y a cette séparation entre les minorités qui sont... on vit disons de manière communautaire. Oui, mais le patriarcat est tenu de donner des chiffres aussi. Oui, c'est ça. Le patriarcat de Constantinople. De Constantinople. Oui, absolument, oui. Donc on a mais à l'époque du royaume, moi je refuse d'avancer aucun chiffre tant que j'ai pas avec tous les colophons de manuscrits qu'on a. Pour avoir une idée de la masse de la population arménienne ou de la population en général de cette région. Donc si je dis quelque chose, c'est vraiment... moi j'aime pas dire attention, c'est un scientifique. Un mathématicien avant d'être historien. Oui. Alors justement, la langue pratiquée, c'est l'arménien occidental, évidemment. Mais on s'aperçoit que aujourd'hui, après le génocide, les Arméniens venant de Turquie, de Cilicie, sont beaucoup plus turcophones que les Arméniens venant d'Istanbul, par exemple. Oui. Surtout dans certaines régions de Cilicie. Oui. Alors, comment ces transformations... parce qu'il n'y avait pas... Par exemple, à Constantinople, il y a toujours eu des écoles arméniennes, les Arméniens vivaient tandis qu'en Cilicie, surtout pas dans les villages ou même dans les villes, il n'y avait pas d'enseignement d'arménien et tout, donc c'est difficile de transmettre, ça se transmettait dans la famille. Mais il n'y avait pas forcément un enseignement en turc non plus, pour beaucoup qui étaient mais dans la rue on parlait turc. Oui.
Dans la rue, on parle les Turcs, hein, c'est ça la différence. Hein. Donc, oui, en fait, moi, ce qui m'étonne quand même, c'est qu'il devait y avoir quand même une structure communautaire, appelons ça comme ça, alors que le mot n'existe pas à cette époque-là. Ouais. Parce que quand on voit la résistance que vont opposer les Arméniens d'Adana et d'ailleurs, enfin de Dragan et autres, pour arriver à ce degré quand même d'organisation, il fallait bien qu'en aval il y ait quelque chose. Sinon, on peut pas improviser enfin, quand on lit les témoignages de cette époque, hein, de la résistance qu'ils ont pu opposer, même si en fin de compte ils ont perdu, il fallait bien qu'il y ait une organisation dessous. oui, mais il faut pas oublier que la résistance était essentiellement dans les réduits montagneux. Et surtout les deux, comme tu disais, Zeytoun et Hajin, quoi. Bah oui. C'était essentiellement ça. Oui, mais ça s'improvise pas. Oui, mais là, ils étaient autonomes. Ah, voilà. Ils avaient un statut d'autonomie, là. Ok, d'accord. Oui. Ils avaient un statut d'autonomie. Ils étaient entre eux. Je me retrouve cet après-midi, il y a un voyageur français, Léon Paul, qui est passé là dans les années 1860 à Zeytoun. Et il raconte, c'est assez joli d'ailleurs, il dit que ça, il passait au bord d'une rivière et tout, il est avec des Arméniens de Zeytoun, et puis il voit toutes les femmes arméniennes qui se baignaient nues dans la rivière. Il s'est retourné, il a dit, mais comment elles sont... Il dit, où est le problème? C'est nos femmes, c'est nos sœurs, il n'y a aucun problème. Oh. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment entre eux. Ils étaient complètement entre eux. Alors, on voit, il y a aussi un site qui est très actif aujourd'hui, Houchamadian, qui est préparé par Vaetachian. Et là, on voit des photographies de la région de différentes villes de la Cilicie du 19e siècle, par exemple, où il y a le marché, il y a même des enseignes, des boutiques sur lesquelles on lit en français le nom du propriétaire ou le nom de la boutique. C'est quand même extraordinaire de voir que dans ce pays perdu, on puisse avoir un niveau d'instruction, la francophonie. Oh, la côte méditerranéenne n'est pas loin quand même. Oui. Hein, Social. D'ailleurs, le Houchamadian est au salon. Aussi, voilà. Et je précise parce que là, on parle du français. En fait, le français a pénétré en Cilicie beaucoup plus tôt que dans les autres régions de l'Empire ottoman, parce que à cause justement des relations avec les croisades. C'est étonnant même le vocabulaire. D'ailleurs, comme on dit monsieur en arménien, on dit ballon. Oui. Ballon, ça vient des croisades, puisque tous les croisés étaient des nobles. Ils étaient tous des ballons, et pour les Arméniens, ballon, ça voulait dire monsieur, du coup. Tout le monde est noble. Voilà, parce que tout le monde était voilà. Et ou d'autres mots, par exemple, le commandant-chef de l'armée en arménien s'appelle Spalabed, traditionnellement. Eh bien, en Cilicie, au début c'était Spalabed, et après ça a changé, c'est devenu contestable, c'est-à-dire connétable. Le mot français connétable. Le maréchal, il y a le nom arménien pour maréchal, mais en Cilicie, on dit Marachart. Est-ce qu'on peut supposer que le roi d'Arménie, Léon V, malgré que son règne soit trop court pour pouvoir imposer quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a eu des tentatives de franciser un peu la vie culturelle de la Cilicie? Non, il n'y a pas eu de tentative organisée, mais ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul à cause des rapports, à cause des rapports avec les croisés. Donc en fait le français et c'est intéressant parce que tenez, quel est le premier texte écrit par un Arménien en langue étrangère? Eh ben c'est Hetum Batmich, Hetum l'historien, qui a écrit autour de 1300 la fleur des histoires de la terre d'Orient en français médiéval. C'est le premier livre écrit par un Arménien en langue étrangère. En fait il a pas écrit, il a dicté, mais c'est pareil, il a dicté en français. Et après ça a été traduit en latin. Et puis ensuite en arménien. Mais l'original est en français. Donc ça veut dire que ces princes avaient une connaissance du français absolument parfaite, quoi. Alors, Claude Boutaffi, en parlant du XXe siècle, surtout de la période des massacres d'Adana, avant aussi de continuer sur l'après-génocide, le génocide et l'après-génocide dans cette région, pourquoi le choix d'Adana? Qu'est-ce qui a fait que Adana a été pris pour cible? Ça c'est j'avoue là que c'est pas tellement il faudrait plutôt demander à Raymond Kevorkian, hein, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que tout le mouvement arménophile en France avait a fermé les yeux là-dessus. Pourquoi? Parce que il a voulu croire que c'était puisque c'est après la déposition du sultan, Abdulhamid, ils ont voulu croire que c'était les tenants, les nostalgiques du sultan qui avaient fait ça contre la volonté des jeunes Turcs. Oui.
Parce que même des gens comme Jean Jaurès ou quoi, ont voulu croire jusqu'au bout que les jeunes Turcs étaient progressistes. Ça, c'était la chose classique. Et donc ils ont attribué. Oui, ça c'est pas. C'est vrai qu'il faut l'avouer. Là, c'est facile de le dire aujourd'hui, mais entre 1808 et 1908-1909, il n'y avait pas le recul nécessaire pour ces gens à distance. Bien sûr, non, mais c'est pas du tout une accusation que je porte. C'est une constatation. C'est pas du tout une accusation. C'était logique d'imaginer que c'était justement contre les jeunes Turcs en fait. Oui. Alors que c'est les jeunes Turcs qui l'ont organisé. Maintenant on le sait. Alors effectivement, pourquoi Adana c'était une sorte de coup d'essai en fait pour voir si l'Europe allait réagir. Bon, il n'y a aucune réaction. Donc ça veut dire on peut continuer. C'est toujours la tactique turque. Jusqu'où on peut aller trop loin. On va trop loin et on recule un peu. Puis on continue d'aller trop loin. Alors, on recule un peu. Entre 20 et 30 000 personnes massacrées. C'est ce qu'on dit. Voilà. Oui. Si on parle dans une seule ville allez, on va prendre le chiffre moyen, 25 000 personnes tuées, on peut de là supposer le nombre réel d'une ville grande quand même. Adana, c'était une grande ville de la Cilicie, et démultiplier le nombre par les autres villes, etc., pour avoir un chiffre approximatif de la présence arménienne. Oui, ça, on doit pouvoir, mais là encore, j'ai pas vraiment étudié le problème. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que là, en 1909, Hadjil et Zeytoun ont résisté complètement. Oui. Complètement. Ça, ils ont été attaqués. Mais plus tard, en 1919, c'est après que c'était détruit. Mais en 1909, mais à plusieurs reprises quand même. Oui, ils ont résisté complètement. Oui. Alors, vous avez parlé de la Cilicie de Sis. Et là aussi, il y a quand même une histoire extraordinaire. C'est le départ du Katholikos, Sahag. Oui, Sahag Ravayan, qui a dû quitter Sis en 1920, quand la France a abandonné son mandat. Ça, c'est une des pages les moins glorieuses de l'histoire. Parce que c'est la seule institution qui est restée. Oui. Donc, on parle souvent de ce départ avec les archives, avec l'or de l'Église, avec sa richesse, etc., dont une partie a été abandonnée ou perdue dans les rivières. On parle de passage. Je veux dire, c'était pas un départ en train, c'était vraiment... on est passé par des difficultés immenses. Oui, c'est parce qu'il fallait faire vite. Dès que la Turquie reprenait, et puis c'était la Turquie républicaine, prenait l'autorité sur la Cilicie, là, ça aurait été certainement, tout aurait été détruit. Et là, il faut rendre hommage aux Katholikos, Sahag Ravayan, d'avoir eu la présence d'esprit de partir, et il s'est donc réfugié au Liban. Et c'est là où, 10 ans après, en 1930, il a refondé le Katholikosa à Antelias, au Liban. Mais c'est un personnage auquel l'histoire arménienne doit beaucoup. Ça, il faut connaître. Alors justement, combien de prêtres y avait-il dans ce Katholikosa, le clergé d'une manière générale, qui y avait autour de Ravayan pour redonner naissance à ce Katholikosa dans un autre pays? Autour de Ravayan, je pense pas beaucoup, parce qu'à en croire les voyageurs il y a beaucoup de voyageurs occidentaux, surtout français, qui sont passés à Sis. Et ils décrivent toujours ça comme un lieu complètement abandonné. Il y a le Catholicos et puis quelques misérables moines. Il y a même ce terme revient assez souvent, quelques misérables moines. Donc en fait, moi, je pense, mais ça, il faudra l'étudier de plus près, je sais pas, que c'est sur place, je crois, au Liban, qu'il a recréé un entourage. Je pense, mais je peux me tromper. Ça, il faudrait l'étudier de plus près. Et là, on doit pouvoir. Il y a des documents là-dessus, mais là, j'ai pas encore. J'en suis pas encore là, disons. Alors, c'était un résumé, même si on a prolongé la discussion on voulait donner un avant-goût de la conférence de cet après-midi, et vous aurez l'occasion, chers auditeurs, de poser aussi vos questions à Claude Moutafian. Je précise, pardon, que c'est conférence avec projection, toujours. Très bien, toujours. Très bien. Alors, Hasmik Kevonian, pour conclure, un rappel des points forts, oui, bien sûr, des moments forts de Mais puisqu'on parle de Katholikos, je voudrais dire quand même que nous avons reçu, à l'initiative de Sophia Agopian d'ailleurs, qui avait écrit au nom de la Maison de la Culture Arménienne au Katholikos, Aram Katholikos, et en traduction française, il y a un
passage, Armen, je crois que là, tu es obligé de faire ce qu'il t'a demandé de faire, ou ce que tu avais décidé de faire. À cette occasion, nous saluons depuis le Catholicosa de la Grande Maison de Cilicie, le docteur Armen Claude Moutafian, et nous lui souhaitons de nouvelles réalisations dans ses travaux de recherche concernant l'histoire arménienne, qui représente pour lui une mission sacrée. Voilà, etc., donc, etc. Donc voilà, tout est dit. Signé Aram Ier Catorégos. Oui, alors le rappel, eh bien les temps forts, c'est tout le temps, hein, de 11h à 19h aujourd'hui et demain. C'est aussi la conférence, c'est aussi la projection à 16h et la conférence à 18h précise. On a l'habitude de respecter les horaires. C'est aussi, puisque c'est le salon du livre et de la culture arménienne, ce concert que nous offrons à tout visiteur demain, mais il faut dire à 16h. Je veux dire aussi que nous avons 4 expositions, puisque nous avons 2 salles, 4 expositions, celle de Marc Kevorkian, photographe, l'Arménie, visage et paysage, et la librairie Saint-Million qui l'avait fait, puisque nous avions mis à l'honneur en 2009. Nous avons aussi le Mur de la Mémoire, c'est une création maison de MCA en partenariat avec la Croix-Bleue d'Alfortville, et nous avons demandé à tout à chacun, et c'est interactif, donc il n'est pas trop tard, d'apporter leur témoignage, en tant que descendants des victimes du génocide, d'apporter le témoignage. Alors ce sont des fiches très claires, nom, prénom, si on parle de son grand-père ou arrière-grand-père, où est-il né, que lui est-il arrivé en 15, qu'est devenue la famille, et où est-il arrivé. Donc ce sont des fiches, et on a comme ça un mur bleu, sur lequel, si vous avez envie de participer, il y a des fiches à votre disposition. Nous avons utilisé les photos de Vartan Derounian, d'un livre absolument magnifique, qui reflète les photos prises dans les camps de réfugiés d'Alep en 22... de 22 à 36. Et puis, nous avons la reproduction de la rafle d'un document venu de la Fondation Randing, qui s'appelle la rafle du 24 avril 1915. Le personne a été arrêté, déporté et assassiné, qui est une grande bâche, on va appeler ça comme ça. Plus, et on tient à le remercier, Jean-Pierre Séférian, qui nous a donné l'autorisation de la reproduction d'un de ses tableaux, qui s'appelle Le désert. C'est une grande bâche qui est notre symbolique, on va dire, de notre salon, de nos salons 2015. J'ai oublié quelque chose aussi? Du centenaire. Alors, tout simplement, un rappel pour demain dimanche à 16h, à la découverte de la musique traditionnelle par l'ensemble instrumental Giovanni. Donc, c'est un moment aussi très agréable de partage. De partage, oui. Merci à vous tous, merci Claude Moutafian, merci Sosia Agopian, et merci Asmi Kevonian pour ce travail. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un dernier quart sur table de cette année qui fera le bilan de tous les grands moments, des grands événements de l'année 2015 dans la vie arménienne. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.